Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème Intelligence artificielle et santé, les enjeux réglementaires. Le webinaire sera présenté par Cyril Michaud, directeur associé chez MD101 Consulting, consultant pour les dispositifs médicaux et les logiciels. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Cyril à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Cyril Michaud. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Merci Nicolas pour cette introduction à ce webinaire. Donc en effet, aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé et en particulier des enjeux réglementaires concernant les algorithmes d'intelligence artificielle versus la réglementation du dispositif médical et par extension du dispositif de diagnostic in vitro. Donc, pour commencer, on va faire un rappel très bref des réglementations qui intéressent le dispositif médical. En premier lieu, en Europe et aux États-Unis, on va dire que ce sont les deux grands marchés qui intéressent les éditeurs de logiciels et les fabricants de dispositifs médicaux d'une manière générale qui incorporent du logiciel. Ce sont les deux marchés qui intéressent le plus les fabricants. En Europe, car nous sommes européens, et aux États-Unis, car c'est le marché qui représente la moitié du volume total en chiffre d'affaires du marché mondial. Donc en Europe, on a la réglementation qu'on appelle l'EMDR, Medical Device Regulation, règlement des dispositifs médicaux, qui est apparu en 2017 et qui est en application depuis le mois de mai dernier, mai 2021. Et on a son petit frère, si je puis dire ainsi, qui est le règlement DIV, IVDR, qui lui va être en application en mai 2022. Associé à cela, donc, un dispositif médical logiciel, c'est un logiciel, et un logiciel, ça traite des données. Donc, comme on traite des données et que ce sont des données de santé, et bien évidemment, la réglementation RGPD, GDPR en anglais, la réglementation sur les données personnelles et en particulier sur les données de santé qui sont considérées comme des données sensibles du point de vue du RGPD, cette réglementation-là va aussi s'appliquer. Une nouvelle réglementation est aussi en cours de rédaction. On a une version brouillon draft qui a été sortie par le Parlement européen à la mi-année 2021. Bon, cette réglementation aujourd'hui est toujours en cours de rédaction. Il n'y a absolument rien qui a été voté par le Parlement européen jusqu'à présent, mais c'est une réglementation pour laquelle il faut se poser des questions. Alors aujourd'hui, telle qu'elle est rédigée, il se trouve que tant qu'on est en train d'utiliser des données personnelles, des données de santé, et de les gérer, de les traiter avec un but légitime, considéré comme légitime, d'aide au diagnostic ou d'aide au traitement d'un patient, quelque chose qu'on va considérer comme légitime et pas futile, eh bien cette réglementation IA va nous autoriser à utiliser ces données dans ces buts légitimes. En parallèle de ça, aux États-Unis, on a une réglementation qu'on appelle le 21 CFR et par abus de langage, la réglementation gérée par la FDA, la Food and Drug Administration. Voilà, donc ça concerne les dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro. On a quelque chose de très équivalent à la réglementation RGPD, qui est la réglementation HIPAA sur la gestion et la protection des données personnelles. Et puis, bon, aux États-Unis, vous avez des réglementations supplémentaires locales qui viennent s'appliquer, en particulier la protection des mineurs, qui est une réglementation qui est propre à l'État de Californie, qui ajoute des exigences supplémentaires sur la protection des mineurs et la protection des données des mineurs aux États-Unis. Bon, voilà, ça c'est pour vous donner un panorama global de ces réglementations. Et on va voir, bon, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les préoccupations, les exigences que nous imposent ces réglementations, finalement, sont proches, sont très proches. Et à commencer, la question qu'il faut se poser en premier lieu, c'est de savoir, est-ce que mon logiciel d'intelligence artificielle
peut-on le considérer comme un dispositif médical ou un dispositif de diagnostic in vitro? Donc, ce qu'on appelle la qualification. Première question, qualification, mon logiciel est-il un DM? Et dans ce cas-là, va-t-il être considéré comme un dispositif médical dans le domaine des dispositifs médicaux et dans le champ de la réglementation, pardon. Voilà. Donc, est-ce que la réglementation s'applique à mon logiciel? Et deuxièmement, classification, quelle est la classe de mon logiciel, la classe de risque de ce logiciel lorsqu'il est un DM? Et en fonction de la classe de risque, on va voir que les preuves à apporter pour démontrer qu'il fonctionne correctement vont être plus ou moins euh, complexes à obtenir, si je puis le dire ainsi. Donc, il y a des cas simples. Vous avez un logiciel qu'embarqué dans un dispositif médical, vous avez un logiciel qui va être un accessoire c'est-à-dire qui va permettre de faciliter l'utilisation d'un dispositif médical. Vous avez des logiciels qui font de l'aide au diagnostic, de l'aide au traitement. Eh bien, si pour décrire le fonctionnement de votre logiciel, vous utilisez de tels mots-clés, alors ces logiciels vont être considérés comme des dispositifs médicaux. Donc le premier cas illustré par cette photo, là, vous avez cette petite pompe utilisée par des personnes diabétiques. Imaginez que vous avez un algorithme d'intelligence artificielle qui aide le patient diabétique à gérer son diabète. Eh bien, cet algo d'intelligence artificielle est directement dans la pompe. Bien sûr, il va faire partie du dispositif médical et être dispositif médical lui-même. Dans la même idée, ce logiciel serait déporté sur un serveur cloud et la pompe à perfusion communiquerait avec ce serveur cloud, le logiciel permettant, encore une fois, d'aider le patient diabétique à gérer son diabète, même si on est dans le cloud, même si on est déporté par rapport à la pompe, ce logiciel permettant une aide au fonctionnement de la pompe sera considéré comme un dispositif médical. Et puis, vous avez le cas du logiciel totalement indépendant d'un autre dispositif médical, comme par exemple ici des logiciels de visualisation et de traitement d'images en imagerie. Voilà, donc par exemple ce cas d'imagerie du cerveau ici. Vous avez un logiciel d'intelligence artificielle qui est capable de reconnaître les structures anatomiques du cerveau et aussi, pourquoi pas, de distinguer, d'aider le radiologue ou le neurologue, dans le cas présent, dans l'identification de pathologies ou de structures qui ne seraient pas conformes aux structures anatomiques habituelles. Ce logiciel d'IA, bien qu'indépendant de tout autre dispositif médical, il travaille directement sur des données, sera considéré comme un dispositif médical à partir du moment où il sert à faire une aide au diagnostic des pathologies, donc dans le cas présent neurologique, ou de l'aide au traitement, comme par exemple une chirurgie. Donc voilà les cas simples. Donc, les cas simples, c'est bien, mais en général, ce qui va nous poser problème, ce sont les cas qui sont les cas frontières, voilà, les cas borderline en anglais. Eh bien, finalement, c'est tous en particulier les objets connectés qu'on a vu fleurir dans ces dernières années, qui sont en général connectés à un serveur cloud ou un serveur du fabricant de l'objet connecté qui permet de faire des traitements de données reçues depuis le patient. Donc, le cas typique, c'est par exemple la montre connectée qui va avoir des capteurs des électrocardiogrammes, par exemple, et qui, à partir de ces capteurs électrocardiogrammes, vont transférer ces données à un serveur qui peut contenir des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre, par exemple, soit d'aider la personne utilisatrice de la montre connectée et de l'application web à, par exemple, utiliser ces données d'ECG pour, par exemple, gérer sa forme physique. Donc là, si c'est uniquement de la gestion de la forme physique, on va considérer qu'on n'est pas dans du dispositif médical. Et si on va plus loin que gérer la forme physique, ce qui serait, par exemple, gérer une pathologie pour un insuffisant cardiaque, voire envoyer ces données à un cardiologue qui, lui, pourra les consulter et regarder les résultats de logiciels de détection de pathologie cardiaque
au travers d'algorithmes d'IA, dans ce cas-là, on sera dans une indication d'utilisation qui sera bien sûr plus dispositif médical. Donc l'idée, c'est bien sûr toujours, est-ce que ce que l'on revendique avec les données. Voilà. C'est-à-dire que vos données d'OCG, vous pouvez les utiliser dans un algorithme d'IA qui va servir uniquement à maintenir en bonne forme physique la personne utilisatrice de cette montre. A contrario, vous pouvez utiliser exactement les mêmes données dans un but de détection d'insuffisance cardiaque. Donc là, quelque chose qui est à connotation plus médicale. Donc finalement, avec des mêmes données, avec un algorithme qui serait le même ou très proche, en fonction de l'indication d'utilisation, en fonction de la revendication du fabricant, on peut tomber dans la case dispositif médical ou être en dehors de la case dispositif médical. Donc c'est vraiment toute une question de revendication. Et d'ailleurs, certains fabricants d'objets connectés jouent à ce que j'appelle jouer à chat perché avec leur réglementation en disant OK, moi, je fournis des informations de prévision de santé du patient, de gestion de la santé de la personne, de l'utilisateur, pardon, mais cela reste un utilisateur grand public. Je ne fournis que des données qui sont des données de bien-être, de gestion de la bonne santé du patient, sans aller vers une revendication médicale. Voilà, donc c'est vraiment très typique des logiciels, c'est-à-dire qu'avec un même logiciel, je peux soit rester en dehors de la zone dispositif médical, ou alors franchir la frontière dispositif médical et me retrouver dans la zone dispositif médical. Tout ça simplement par la revendication, l'indication d'utilisation que l'on va donner à ce logiciel. De la même manière, vous pouvez avoir des systèmes qui contiennent à la fois des algorithmes qui vont être du côté dispositif médical ou en dehors de la revendication dispositif médical. C'est-à-dire que votre utilisateur va pouvoir consulter des données sur une application mobile, sur une application web. Certaines de ces données vont être considérées comme avec une revendication médicale, d'autres parties de l'application mobile sans revendication médicale, application mobile ou application web, eh bien, on va faire une approche modulaire et circonscrire finalement la partie avec une approche, avec une revendication médicale à un module, à une sous-partie de la plateforme web et de la plateforme mobile s'il y a des données sur mobile qui seront connectées à un serveur qui contiendra des algos d'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire que peuvent cohabiter à l'intérieur d'une même plateforme des algos d'IA qui vont être non DM et d'autres algos d'IA qui vont être, eux, considérés comme du DM. Voilà. Donc, je suis DM, je suis dispositif médical. Okay, dans ce cas-là, que se passe-t-il? Eh bien, je dois appliquer la réglementation du dispositif médical ou du dispositif de diagnostic in vitro. Et dans le cas du dispositif médical, j'ai une règle qui a été... il y a des règles de classification, il y en a pas loin d'une trentaine de règles de classification. Et la règle de classification pour le logiciel, c'est la règle 11, la fameuse règle 11. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, je l'ai cerclé de rouge ici, à partir du moment où on a des algos d'IA qui font de l'aide au diagnostic ou de l'aide au traitement d'une pathologie, on répond oui. Dans ce cas-là, on va être en classe 2A, par défaut. De la même manière, si on fait de la surveillance de paramètres physiologiques du patient, dans ce cas-là, réponse oui, surveillance, on va être en classe 2A. Donc ma petite montre connectée là, qui m'envoie des données de CG avec un algo derrière qui fait de la surveillance de l'état du patient, je vais être en classe 2A. Ma petite montre connectée, de la même manière, qui envoie un logiciel qui, de la même manière, va traiter des données de CG à des fins de savoir si il faut opérer le patient ou pas, aide au traitement, eh ben, je vais être au minimum en classe 2A. Tout ça pour dire, pour ceux qui connaissent un peu l'historique,
avant, on avait possibilité d'être en classe 1 avec l'ancienne réglementation d'avant 2017. Maintenant, depuis 2021, mai 2021, ce n'est plus possible de faire cette classification en classe basse. On est forcément, fatalement, au moins en classe 2A, avec des algos d'IA qui font de l'aide au diagnostic, de l'aide au traitement, de la surveillance d'état de patients. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut passer par un organisme de certification pour certifier notre logiciel avant de le mettre sur le marché. Voilà ce que ça veut dire. Classe 2A par défaut. Et pour continuer dans cette logique classe 2A, on a coutume de dire, enfin c'est des retours qu'on a assez récents sur la façon dont se passe la certification, il faut compter à peu près un an, quasiment un an, pour certifier un dispositif médical en classe 2A, entre le moment où on va faire le dépôt de la demande de certification auprès de l'organisme de certification et le moment où on va obtenir le certificat CE auprès des autorités, auprès de l'organisme notifié. Voilà. Alors, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'il va falloir mettre dans les dossiers de certification? Alors, quelle que soit la technologie, voilà, je fais ici un petit parallèle sur les technologies qui peuvent exister, hein, un petit historique sur les technologies, les systèmes experts, les systèmes neuronaux, les algorithmes stochastiques, des technologies qui sont sorties au fil du temps depuis les années 50, 1950 en effet. Hein, l'IA, c'est quelque chose d'assez ancien dans la tête, du moins, des gens qui voulaient faire des robots qui soient capables d'apprendre tout seuls. Eh bien, quelle que soit la technologie, ce n'est pas la technologie qui va en fait permettre de considérer si on est dispositif médical ou pas. Bien, alors évidemment, les technologies les plus récentes, machine learning et deep learning, c'est ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui parce que ce sont les technologies qui rencontrent le plus de succès dans le traitement ou le diagnostic médical aujourd'hui, et c'est bien sûr là-dessus qu'on va mettre l'accent. Mais si vous aviez un système expert qui ne fait pas du tout appel au machine learning ou au deep learning et que ce système expert fasse de l'aide au diagnostic ou de l'aide au traitement, ce serait aussi, bien évidemment, un dispositif médical. Voilà. C'est un peu l'idée que transcrit cette planche ici. Voilà. La finalité de l'algorithme et uniquement la finalité participe à la qualification de dispositif médical et pas la technique employée. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, une question qui se pose aussi, c'est mon intelligence artificielle, comment l'humain va pouvoir la contrôler? Voilà. Que se passe-t-il? Donc, on a coutume de dire que un algorithme d'intelligence artificielle, je vais partir de la partie droite, on peut le laisser totalement sans contrôle. Voilà. C'est cet algorithme qui va décider tout seul et fonctionner tout seul sans intervention humaine. Il peut fonctionner sur la supervision d'un humain qui va être très proche de ce que va faire l'algorithme d'intelligence artificielle, mais intervenir uniquement en cas de besoin si jamais l'action de l'intelligence artificielle n'était pas la bonne. Et puis, on a le cas le plus à gauche, qui est l'humain décide de ce que va faire l'intelligence artificielle avant que l'intelligence artificielle puisse agir. Eh bien ça a un impact direct sur la classe réglementaire de notre produit. Imaginez qu'on laisse notre produit décider tout seul de ce qu'il va faire, de ce qui va se passer, de l'état du patient, du traitement à administrer au patient. Là, je peux vous garantir qu'on va être dans la classe la plus élevée qui existe dans le dispositif médical, qui est la classe 3. A contrario, si l'exemple de gauche, l'humain décide de ce qui va se passer, bien évidemment, là, on va être dans une classe plus basse qui va être la classe de A, voire la classe de B. Et entre les deux, bien évidemment, si l'humain peut intervenir dans le fonctionnement du système, on va être en classe de B, voire en classe 3.
ça fait penser un peu, hein, si je fais un petit parallèle avec les, euh, les voitures autonomes, c'est sûr que si on a une voiture autonome qui est totalement autonome, eh bien, on va être dans un niveau de risque bien plus élevé qu'une voiture autonome sur laquelle l'humain doit garder les mains sur le volant. C'est un peu la même idée. Alors, juste un petit passage, parce que je vois que le temps passe vite. Sachez qu'il y a des normes qui s'appliquent au dispositif médical. À l'heure actuelle, il n'y a pas de normes spécifiques à l'intelligence artificielle. On reste sur les normes que vous connaissez en matière de dispositif médical avec du logiciel. Bon, je passe là-dessus rapidement, parce que le message, c'est il n'y a pas de normes spécifiques à l'IA aujourd'hui. Et je vais continuer en fait avec la dernière partie de cette présentation, qui est le fait de savoir comment valider, comment s'assurer que le logiciel fonctionne correctement en IA. Alors, la technologie IA, par défaut, par définition, n'est pas une technologie qui est 100% fiable, et ce n'est pas grave, ce n'est pas un drame. Aujourd'hui, on l'a tous vécu aujourd'hui, hein, avec des tests PCR, avec des tests antigéniques. On nous dit que ces tests ont un taux de fiabilité qui est de tant de pourcents. Eh bien, c'est la même chose avec l'IA. Les algorithmes d'IA ont un taux de fiabilité de tant de pourcents, et c'est pas un drame s'ils ne sont pas 100% fiables. L'important, c'est que les utilisateurs soient au courant, soient informés de ce taux de fiabilité. On est exactement dans la même logique que les tests que nous pratiquons tous ces derniers temps. Et donc, ce qui veut dire que pour valider notre logiciel, il va falloir donc se poser la question du niveau de fiabilité qu'on peut avoir. Voilà, et la validation va être de démontrer qu'on atteint ce niveau de fiabilité. Donc, la validation d'un logiciel d'intelligence artificielle, ça va être en deux étapes très importantes. Donc, il y a l'indication d'utilisation qu'on va définir, premièrement, là, le pavé bleu sombre. Ensuite, le pavé bleu du milieu, il va y avoir une phase préclinique, vérification que le logiciel fonctionne correctement sur des données d'apprentissage connues de l'équipe conception, connues des data scientists qui ont conçu les algorithmes d'intelligence artificielle. Et après, très important, il faut qu'il y ait une dichotomie, une dissociation totale pour la partie validation clinique. La validation clinique doit être faite avec des données qui sont absolument non connues, inconnues de l'équipe qui a participé à la conception du produit. Et c'est cette dichotomie validation, vérification, validation, donc ce qu'on appelle aussi parfois validation analytique et validation clinique, qui doit être totalement étanche, séparée l'une de l'autre. C'est très important d'utiliser des données non connues pour la validation finale du logiciel d'IA. Parce que sinon, si on valide un logiciel sur des données qu'il connaît déjà, ben on tourne en boucle finalement. On ne fait que répéter, confirmer que l'apprentissage s'est fait correctement, avec des données que l'on avait déjà. Donc voilà, c'est ça qui est important, hein, la collecte de données de vérification pour l'apprentissage, indépendant des données de validation, et c'est la somme de ces deux étapes, vérification plus validation, qui permettra d'aboutir à un logiciel validé cliniquement ou avec une performance attendue dans le cadre d'un logiciel de diagnostic in vitro. Je continue avec la dernière planche parce que je vois que le temps passe très vite. Un point important, c'est que pour un logiciel avec du machine learning, une évaluation est toujours requise pour faire la validation de ce logiciel. On ne peut pas se tenir à une validation clinique par la voie de la littérature. Il faudra forcément passer par, bien sûr, certainement une étude bibliographique de la littérature de l'état de l'art, mais on devra forcément avoir une validation du logiciel à travers des données ou alors ce qu'on peut appeler une validation rétrospective, ça va être permis dans les classes plutôt basses, comme la classe jusqu'à la classe de A, ou alors une investigation clinique qui va être obligatoire en classe 3 avec des vraies données patients, avec des vrais patients, et voire en classe 2B qui va être aussi nécessaire, investigation clinique. Là, évidemment, on est dans le cas entre les deux, entre la classe 2A et la classe 3. Classe 2B, il faudra se poser la question, dois-je faire
une vraie investigation avec des vrais patients, ou alors puis-je utiliser des données rétrospectives venant de dossiers patients historisés, par exemple. Il faudra se poser cette question-là. Bien évidemment, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, validation sur des données cliniques rétrospectives ou validation sur des données cliniques dans le cadre d'une investigation clinique, quoi qu'il arrive, il faudra qu'il y ait une validation de ce type-là. Voilà. On ne pourra pas s'en tenir à de la littérature avec un logiciel d'IA. Voilà, donc j'ai terminé cette présentation rapide sur l'intelligence artificielle. Hein. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est bien évidemment, premièrement, de savoir comment qualifier notre logiciel de dispositif médical, savoir dans quelle classe il va être, et l'impact de la classification, c'est que de toute manière, pour un logiciel d'IA, il va falloir une validation indépendante avec des données indépendantes de la conception. Et suivant le niveau de risque du logiciel, la classe du logiciel, on va pouvoir faire une validation rétrospective à partir de données rétrospectives ou alors devoir aller vers une investigation clinique avec des vraies données venant de vrais patients. J'en ai fini. Peut-être y a-t-il des questions, Nicolas? Oui, alors merci beaucoup Cyril pour cette présentation très riche en enseignements. Effectivement, on a déjà reçu pas mal de questions, donc je vais sans perdre un instant vous en formuler quelques-unes, mais vous pouvez également, bien évidemment, continuer à en poser via le chat et Cyril y répondra avec plaisir. Alors, tout de suite, je commence. Par exemple, alors, si nous sommes juste sur de l'aide au diagnostic avec le praticien, qui au final décide si nous restons en classe de A? Qui au final décide si vous êtes en classe de A? Alors, Oui, la détermination de la classe, c'est au départ une revendication du fabricant, voilà, qui derrière va proposer cette classification auprès de son organisme de certification. Et si l'organisme de certification n'est pas d'accord avec cette classification, alors c'est l'autorité de santé, donc l'ANSM en France, qui sera l'arbitre, le juge final sur la classification du logiciel. Voilà. Donc alors, c'est le fabricant qui décide de sa classification, qui soumet cette classification à l'organisme notifié, l'organisme de certification. Et si l'organisme de certification n'est pas d'accord avec le fabricant, c'est l'ANSM qui tranchera. très, Voilà. très bien. Merci Cyril. Alors, est-ce qu'un logiciel qui affiche des données médicales peut être considéré comme un dispositif médical par la FDA? Si c'est uniquement de l'affichage de données sans traitement aucun, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun traitement des données, alors ce logiciel pourra certainement être considéré comme hors dispositif médical par la FDA. En fait, une autre manière de voir la qualification de dispositif médical, c'est est-ce que le logiciel prend des données en entrée et génère une nouvelle donnée en sortie, nouvelle donnée qui est d'intérêt pour un médecin ou pour un patient autonome dans le diagnostic ou dans le traitement d'une pathologie. Si je génère une nouvelle donnée d'intérêt en vue d'un diagnostic ou d'un traitement, alors je serai dispositif médical. Si je ne fais que afficher une donnée existante, alors en général, on dit qu'on n'est pas dispositif médical. Un algo d'IA, par essence, lui, il génère une nouvelle donnée d'intérêt. Donc, il y a très forte chance qu'il soit dispositif médical. Alors, j'enchaîne du coup avec la question qui doit se recouper un petit peu à ce que vous venez de dire. Dans l'approche modulaire, si l'algo IA est considéré comme un DM, devons-nous traiter obligatoirement l'environnement de l'algo comme un accessoire de DM? Alors, l'environnement de l'algo, j'ai vu certaines sociétés qui disaient, en effet, il n'y a que vraiment le cœur, l'algo d'IA, qui va être considéré comme un DM, et tout ce qui est autour va être considéré comme de la tuyauterie. Je vais le prendre comme ça, les informaticiens comprendront l'image, de la tuyauterie pour acheminer la donnée jusqu'à l'algo de l'IA et récupérer cette donnée pour la stocker dans une base de données ou l'afficher à un utilisateur. Donc on peut avoir une approche comme ça, en effet, très bien. Après se pose la question, c'est l'affichage de la donnée. Est-ce que l'interface homme-machine, la fenêtre web, l'application mobile qui va afficher la donnée,
elle-même. Si on a besoin de cette application-là pour afficher la donnée et que c'est le seul moyen d'avoir la donnée, il va falloir se poser la question de se dire, est-ce que je ne l'intègre pas dans mon dispositif médical tout de même? Alors, une autre question. Alors, intéressant slide qui s'appelle évaluation clinique versus classe CE. Quel est le référentiel qui vous a permis d'établir cette vision très claire? Alors, premièrement, j'ai l'article 61 du règlement qui me dit qu'en classe 3, il faut que je fasse une investigation clinique de manière obligatoire. Et après, pour le classe 2A ou le classe 2B, on a aujourd'hui le MDCG 2020-1 qui contient de telles informations, MDCG 2020-1. Et sinon, cette classification est aussi issue de retours d'expérience que j'ai sur le sujet, hein. Voilà. Alors, alors il y a pas mal de questions, hein, donc ça montre l'intérêt du sujet, donc c'est très bien. Avez-vous des exemples de logiciels qui font du monitoring de processus physiologiques et qui sont éligibles à la classe 1? Je n'en connais pas. D'accord. Ben, non, non, mais il faut mieux être. C'est une réponse tout à fait correcte aussi. Alors, pouvez-vous me dire s'il est possible de mettre sur le marché un dispositif dont l'IA est un apprentissage autonome? Non, ce n'est pas possible, malheureusement. C'est vrai que par manque de temps, je ne suis pas allé jusqu'à la planche suivante, mais c'est vrai qu'après la validation, on a ce qu'on appelle le verrouillage du logiciel. Lock-in appelle ça la FDA, hein. Si je ne peux pas faire d'apprentissage continu, je dois verrouiller ma version, et toute nouvelle version majeure doit être marquée CE. Avec quand même, je vais apporter une nuance, c'est que si on était sur de l'optimisation de paramètres existants avec un apprentissage continu qui ne permet qu'une optimisation légère de paramètres existants, alors on pourrait considérer que c'est de la version mineure. Mais ce qui va se passer, c'est que l'apprentissage continu va devoir se faire sur une machine de test, hein, pas en production. On fait l'apprentissage continu en back-office et on va changer de version et mettre en production la partie apprentissage continu une fois de temps en temps, après s'être assuré que cet apprentissage continue à donner des bons résultats. Voilà. Alors, j'enchaîne. Donc, du coup, c'était la suite de cette question. S'il y a des modifications via l'apprentissage autonome, faut-il faire des modifications de DT et demander la validation par un ON? Par un ON. Alors, voilà, la modification de DT, c'est ce que je viens de dire, en fait. La modification de dossier technique, il faut la faire à partir du moment où on fait des modifications. Voilà. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si c'est l'apprentissage continu voilà, qui joue à la marge sur les paramètres, on fait juste une mise à jour du dossier technique sans forcément en avoir besoin d'avertir l'ON. Par contre, si on vient vraiment modifier l'algorithme en changeant des paramètres, des hyperparamètres, là, il va falloir faire une nouvelle version majeure et la faire recertifier. Et on enchaîne avec une autre question. La validation analytique et clinique peut-elle se faire sur la dichotomie d'une même base de données? Approche 2, 3 et 1, 3. Alors, c'est ce qu'on appelle parfois de la cross-validation. C'est-à-dire, je vais utiliser 80% de mes données pour faire l'apprentissage et la validation et 20% et la vérification et 20% pour faire la validation. Euh, il n'y a rien qui m'interdit de faire ça aujourd'hui, hein, j'ai absolument rien qui m'interdit de faire ça, mais c'est dangereux. Je pense que c'est un jeu dangereux. Alors, je ne suis pas data scientist, alors peut-être que des data scientists pourraient me donner des justifications pour faire ainsi, mais aujourd'hui, on juge, on considère qu'il faut avoir cette dichotomie, hein, entre les deux datasets pour pouvoir faire une validation correcte. Avec par exemple le dataset d'apprentissage et de vérification issu des données venant d'un centre hospitalier et la validation étant faite avec des données venant d'un autre centre hospitalier ou même multicentrique venant de plusieurs autres centres hospitaliers différents du dataset utilisé pour l'apprentissage et la vérification.
Alors, on va traiter encore deux questions. Alors, si le logiciel d'IA fait du pré-traitement d'images médicales pour un autre DM, ce logiciel d'IA est-il forcément un DM? Oui, parce il fait du pré-traitement qui va servir en fait, ça va être une donnée d'intérêt euh, de manière indirecte pour le logiciel, pour le médecin au final. Donc oui, je dirais que ça va être certainement un dispositif médical. Ouais. Et alors, donc, on enchaîne. Pour compléter la question précédente sur la catégorie DM classe 1, avez-vous des exemples de DM IA en classe 1 où ça ne vous semble pas exister? En classe 1, aujourd'hui, ça va être de plus en plus dur de faire des logiciels qui sont en intelligence artificielle en classe 1. Le seul exemple de logiciel en classe 1 que l'on a aujourd'hui, donné par les guides, justement MDCG, vous le trouverez dans le MDCG sur la classification des logiciels, la qualification et la classification des logiciels, qui est le MDCG 2019-11, encore un nom barbare. Celui-là, ce MDCG 2019-11, donne un exemple de classe 1 qui est lié en fait à l'identification des bonnes fenêtres de procréation pour pour un couple qui voudrait avoir un enfant. Voilà. Bon, c'est vraiment un cas particulier. Franchement, ça va être très dur de justifier qu'on n'est pas en classe 2 avec des logiciels. Alors, s'il y a un cas, pardon, s'il y a un cas, j'ai oublié un cas. On parle de diagnostic, on parle de traitement. Un cas où un logiciel euh, pourrait être en classe 1, ce serait sur de la prévention, par exemple. Parce que, alors je vais revenir, pourquoi je dis ça? Je vais revenir sur la règle 11. La règle 11 utilise les termes diagnostic ou traitement. Voilà. Donc, elle n'utilise pas les termes prévention, protection. Donc, sur de la prévention et sur du screening, en français du dépistage, pardon, sur de la prévention et de dépistage, si on prend la règle 11 à la lettre, on pourrait considérer qu'on tombe en classe 1. Voilà. Règle 11, est-ce que mon logiciel fait du diagnostic ou du traitement? Non. Il fait de la prévention ou du dépistage. Sert-il à faire du monitorage de process physiologiques? Non. Et bien dans ce cas-là, je serai en classe 1. Voilà. Alors, merci Cyril. Une toute dernière question. La validation croisée, cross-validation, permet-elle de se passer d'un data et de validation? Euh, je ne pense pas. Alors, encore une fois, je ne suis pas data scientist, hein, mais je pense qu'on va avoir du mal en tant au moment des audits avec l'organisme notifié, on va avoir du mal à apporter une justification sur le fait qu'une cross-validation est possible. Permettra de s'assurer que si demain j'apporte mon logiciel chez dans un autre centre hospitalier totalement différent du premier, que ce logiciel, cette IA, va continuer à se comporter avec la performance attendue. Alors, très bien. On a du mal à s'arrêter parce que Oui. le sujet est passionnant et je remarque les échanges aussi passionnés. Bon, je fais passer une dernière question pour le plaisir. Alors, un algorithme pour un DM de compensation des membres sans traitement et donc est-il classe 1? Pardon. Compensation des membres, en effet, on n'est pas dans l'aide au diagnostic, on n'est pas dans l'aide au traitement. Donc oui, on pourrait considérer que cet algo est en classe 1. Oui, pourquoi pas. Alors, merci Mm. Cyril pour ces réponses précises. Bon, effectivement, malheureusement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, on serait bien resté ensemble pour continuer effectivement à échanger, mais rassurez-vous, ce webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. N'hésitez pas à nouveau à réagir après la publication sur Parcours Croisé à la suite de ce webinaire. Cyril répondra à vos questions avec plaisir, j'en suis sûr.
Oui, bien Je vous sûr. remercie d'avoir donc été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie surtout Cyril Michaud pour sa présentation très intéressante et très complète. N'oubliez pas, donc les échanges se poursuivent sur Parcours Croisé. Et merci encore Cyril Michaud pour votre présentation.